Dès lors que le faux accepte de se reconnaître à lui-même comme tel, c'est qu'il est dans une relation de dépendance vis-à-dire du vrai. Si le vrai peut dire de quelqu'un tu es dans le faux, si le faux s'en fout, tu peux toujours aller te faire cuire un œuf, ça n'a pas d'importance. Mais si le faux s'en fout pas et qu'il dit en effet c'est vrai que je suis faux, à ce moment-là il appartient au même univers que le vrai et il y appartient dans sa rupture même par rapport au vrai. C'est ça la perversité du couple élu-exclu, vrai-faux, etc. C'est ça la trajectoire prophétique, c'est cette relation. La trajectoire totalitaire, c'est cette relation. C'est pour ça qu'elle est dans la science tout autant qu'ailleurs. Même à certains égards plus qu'ailleurs, dans la mesure où une fois que vous pouvez toujours dire à un musulman qu'il est, au sens communautaire du terme, qu'il est dans le faux par rapport à un chrétien, il s'en tape. Il est au contraire, pour lui, au sens populaire du terme, il est dans la compatibilité par rapport aux chrétiens et il n'y a pas d'esprit d'exclusion réciproque. Mais par contre, si vous dites à un intégriste ou à un homme qui représente l'islam politique, si vous mettez deux hommes qui représentent l'un l'islam politique, l'autre la chrétienté politique, chacun affirmera que l'autre est dans le faux. Vous avez le couple vrai-faux dans toute sa perversité. En fait, ceux qui se reconnaissent comme faux, si j'ai compris, c'est une pensée qui s'indique elle-même. Mais naturellement, c'est un réfléchissement. Dès lors que le champ des totalitarismes se définit de façon réflexive, alors il se transforme dans une trajectoire qui est absolument négative et qui est exclusive du champ des virtualités culturelles. C'est cette chose toute simple que j'essaie de faire ressortir, dont j'essaie de faire l'ethnologie, qui relève de l'ethnologie, beaucoup plus que de la logique, de la politique, tout ce que vous voudrez, et qu'il faut saisir à travers des textes de toute nature. Quand je parle tout de suite du domaine scientifique, je ne parle pas des gens de pensée. C'est ça, c'est une chose très importante. Je ne parle pas des gens de pensée, je parle de l'institution. Si vous prenez, puisque vous parlez tout de suite de Diderot, essentiellement, ou de tout le groupe autour de Diderot à la fin du XVIIIe siècle, c'est des gens qui ont le sens de la relativité, qui sont à certains égards beaucoup plus proches de Poincaré que de la position du couple vrai-faux dans l'institution scientifique. N'est-ce pas ? Je me confonds, je ne parle pas des gens, des personnes. Là, si je parle de la fonction transcendante qui est associée à chaque personne et qui, elle, réfère et dont je fais l'ethnologie, à une institution que j'appréhende comme une communauté, mais une communauté que j'essaie de définir de manière totalitaire, lors même qu'une quantité de gens de science n'a rien à foutre avec tout ça et passent leur temps à dire que non, pas du tout, vous me cassez les pieds. C'est dans le domaine aussi bien de la science que de la théologie, ce sont ces nuances qui sont essentielles, mais qui sont absolument essentielles, qu'il faut bien faire ressortir, car dans notre quotidien, évidemment, les deux champs, et du totalitarisme et des cultures et de l'invention de vivre, sont tout le temps imbriqués. Ils ne peuvent pas ne pas être imbriqués, puisque le champ des totalitarismes est un parasite qui est requié, celui de l'invention. Non seulement pour se nourrir, mais pour le parasiter, mais également pour s'en masquer. Le non-être avance masqué. Il faut bien en prendre acte. C'est une proposition théorique difficile, mais... L'exclu, pour essayer de survivre, il ne survit qu'en se transformant en élu potentiel. Dès lors, si vous laissez l'intention des choses qui comptent, dès lors que l'exclu se définit, définit sa valeur du jeu comme étant celle du vrai, que le faux se dit que je dois devenir vrai. Alors à ce moment-là, il se définit comme un vrai potentiel, un vrai à devenir. Il est en quête du paradis, que ce soit la culture internationale du prolétariat ou tout ce que vous voudrez. Aujourd'hui, la crise scientifique, c'est la crise du vrai dans son rapport à lui-même. Il n'est plus, il se connaît à nouveau, et de plus en plus, comme un vrai extrêmement incertain, et il se connaît beaucoup plus comme un faux possible que comme du vrai. C'est ça qui est aujourd'hui la crise, en particulier en physique, de la science. Mais cette situation est une logique absolument totalitaire. C'est le balancier
le mouvement qui va vers, qui passe de l'élu à l'exclu, dans le champ du même. On croit que les progrès et tout ça nous ont débarrassés de cet univers, pas du tout. On n'a jamais été, depuis 50 ans, il n'a jamais été aussi présent. Depuis 50 ans, il est sous 36 000 prétextes, mais c'est la poursuite d'une longue trajectoire. Les prétextes ponctuels sont accessoires. La destruction des multiples centres de l'univers, c'est-à-dire des multiples sujets culturels, pas simplement des tribus de toutes sortes, etc., a été abominable. C'est tout à fait notre problème. Alors il est bien clair qu'on peut être un imbécile heureux, hein, ou un salaud content, hein, dès lors que... Mais ça veut dire quoi? Qu'à partir d'un certain moment, on cesse d'être totalitaire comme vecteur de violence, on est totalitaire dans le non-être. On consomme, on fait pas seulement de la consommation, autant plus que de la consommation. Moi, je dis tout ça parce qu'il y a une certaine morale derrière. Soyons heureux, quoi qu'il en soit. Soyons heureux de ce que nous sommes. La seule façon de se battre, c'est en s'armant d'un incurable bonheur, quoi que nous soyons. C'est ça la question, finalement. Ah oui. La question, c'est ça, parce que quoi opposer à cette... Mais attention, ce n'est pas n'importe quel bonheur, hein, ce que je dis, attention. Hein. C'est pas... Oui.